Bonjour, alors on continue, on passe au deuxième chapitre, unité géologie, nature des déformations tectoniques, caractéristiques des chaînes de subduction et des chaînes de collision. Nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Premièrement, comment des couches de terrain se plissent ou cassent sous l'effet des mouvements tectoniques. Deuxièmement, comment s'explique la complication des structures tectoniques dans les chaînes de montagne. Et troisième question, quelle est la relation entre le style de déformation et les contraintes tectoniques? On commence tout d'abord par définir ce que c'est que la tectonique. C'est l'étude de la déformation des roches qui constituent l'écorce terrestre. Ces déformations dépendent principalement de deux éléments. Le premier, des conditions physiques, essentiellement la pression, c'est-à-dire la pression auquel les roches sont soumises pendant la déformation. Et le deuxième point, les propriétés propres aux roches. Alors, les différentes structures élémentaires de déformation de l'écorce terrestre, en fait, se regroupent en trois grandes familles. Premièrement, les plis. Deuxièmement, les failles. Et le troisième point, c'est les recouvrements. On commence par les plis. Ce sont des déformations ductiles. Ductile, ça veut dire souple. On parle de plissement, ça veut dire un objet, une roche ou n'importe qui va se plier sans se casser. Donc des déformations ductiles de la croûte terrestre. Sur ce document, vous observez donc des plis. Le cas ici, des roches qui sont plissées ou des strates, ou on parle aussi de couches sédimentaires plissées avec une concavité dirigée vers le haut. Là, vous avez des plis avec une concavité dirigée vers le bas. Les formations géologiques qui n'apparaissent pas sur ce document et les pointillés représentent en fait l'emplacement de ces couches pendant leur formation et leur déformation. La formation, c'est-à-dire les couches ont été formées au début, elles étaient horizontales, puis plissées, mais l'absence de ces couches à ce niveau ou à ce niveau est due à l'érosion. Alors les plis sont donc des déformations qui dépendent principalement des deux éléments cités précédemment, les conditions physiques auxquelles les roches ou les formations sont soumises, principalement la pression, mais dans notre cas, la capacité des roches à se déformer sans se rompre. C'est donc la propriété de ductilité, propriété qui est propre aux roches. Alors on obtient les plis lorsque les roches se déforment de manière souple. Un pli résulte alors de la déformation continue, sans rupture. On parle donc de déformation ductile ou souple d'une strate sédimentaire qui était initialement horizontale. On parle d'un pli anticlinal lorsque la concavité est dirigée vers le bas. Et comme vous pouvez le constater ici, dans un pli anticlinal, les couches les plus récentes se trouvent en surface, alors que les couches les plus anciennes se trouvent au cœur du pli. Dans le cas du pli synclinal, la concavité est dirigée vers le haut.
Et ce sont les couches les plus récentes qui se trouvent au cœur du pli. Alors, quels sont les éléments d'un pli? Alors ici, vous avez des panoramas géologiques qui illustrent des plis. On va essayer de déterminer quels sont les éléments, d'une manière générale, d'un pli. Alors un pli, c'est-à-dire un ensemble de strates sédimentaires plissées, il est formé premièrement d'un axe qui forme un plan axial. L'axe donc passe par l'endroit de courbature maximale des différentes formations du pli. Ces courbatures qu'on appelle la charnière. Donc la charnière, c'est l'endroit où le plissement est à son maximum. Et puis vous avez les deux côtés du pli qu'on appelle les flancs. Alors ça, ce sont les flancs d'un pli anticlinal. Et là, ce sont les flancs du pli synclinal. Je rappelle alors, les éléments d'un pli sont le plan axial, qui est un plan de symétrie. La charnière, c'est l'intersection d'une limite de couche avec le plan axial, et puis les flancs. Sur cette photo réelle, on peut remarquer ces différents éléments dont on a parlé. Les différentes formations plissées qui montrent un plan axial, des flancs du pli et la charnière. Je vous propose un premier exercice. Une fois la lecture est faite, essayez de vous rappeler des différents éléments du pli et légender ce document. Troisièmement, les caractéristiques des plis. À partir de ces différentes caractéristiques, on peut déterminer les différents types de plis. Et ceci, on va le faire à partir de deux sortes de paramètres. Premièrement, à partir de l'inclinaison du plan axial. Regardez, vous avez ici des types de plis et l'inclinaison du plan axial n'est pas la même sur ces différents types. On prend chaque type de pli à part après avoir bien observé ce document qui illustre justement l'inclinaison des plans, du pli droit, des jetés, des versés, pli couché. Document qui montre avec un peu plus de clarté l'inclinaison de ces plans. Alors, dans le cas du plan droit, du pli droit, pardon, dans le cas du pli des jetés, couchés, déversés ou en genoux. Pour les plis droits, la surface axiale est verticale. Donc le plan axial, il est vertical. Vous voyez les deux flancs du pli qui sont inclinés dans deux sens opposés. Dans le cas du pli déjeté, l'inclinaison est inférieure à 45 degrés et le pendage des deux flancs dans le sens opposé, c'est-à-dire que ce flanc est incliné vers la gauche, celui-ci vers la droite. Dans le cas du pli en genou, l'un des deux flancs est subhorizontal et l'autre est presque vertical. Pour un pli déversé, l'inclinaison est supérieure à 45 degrés et le pendage des deux flancs se fait dans le même sens. Ce flanc est incliné vers la gauche, celui-ci, même sens, toujours vers la gauche. Pour les plis couchés, la surface axiale est subhorizontale, presque horizontale. Je vous propose un deuxième exercice. Nous avons un pli anticlinal avec les deux angles alpha 1 et alpha 2. Nous allons proposer des valeurs de ces différents angles, alpha 1 et alpha 2. Pour chaque cas, sur la zone
correspondante à la croix des deux angles, vous écrivez le nom ou le type de pli en question. Vous avez ici les différents types de plis avec les caractéristiques. Donc, à vous de remplir ce document. Alors, on a dit que les caractéristiques des plis permettent de déterminer leur type et on a vu le premier critère, c'est en fonction de l'inclinaison du plan axial. Le deuxième critère, c'est en fonction de l'épaisseur des couches. Et là, on remarque deux types de plis, isopaques ou anisopaques. La différence. Alors, lorsque les couches gardent une épaisseur constante, on parle de plis isopaques. Mais si les flancs sont étirés ou laminés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même épaisseur, les plis ne gardent pas la même épaisseur au niveau des couches, on parle de plis anisopaques. L'exemple suivant, c'est celui d'un pli dont, premièrement, le plan axial vertical, c'est donc un pli droit, et les couches gardent la même épaisseur, c'est donc un pli isopaque. Premier document qui illustre le premier type, pli isopaque, vous voyez que avec le plissement, soit au niveau de la charnière, soit au niveau des flancs, les couches gardent la même épaisseur. C'est donc pli isopaque. Ici, alors vous voyez que au niveau de la charnière, c'est plus épais, au niveau des flancs, c'est moins épais, et donc c'est un pli anisopaque. L'épaisseur des couches varie, elle est plus grande et les plus importante au niveau de la charnière, et les plus petites au niveau des flancs. Ce sont des plis qui résultent généralement d'une flexion et d'un aplatissement. On passe au deuxième type de déformation, les failles. Ce sont donc des déformations, contrairement aux précédentes, des déformations cassantes de la croûte terrestre. Vous avez un document qui illustre les failles. Alors remarquez bien sûr, comment on les représente sur une coupe géologique. La définition, les failles sont donc des cassures accompagnées d'un mouvement relatif des deux compartiments qu'elles affectent. Attention, il faut que la définition remplisse deux conditions. Cassure et mouvement relatif des compartiments. Vous avez ces deux panoramas qui illustrent les failles, avec bien sûr la possibilité de les redimensionner à partir bien sûr de ce bonhomme comme référence. Là, la référence, ce sont les végétaux en quelque sorte. Vous voyez, cassure et avec un décalage. Les compartiments sont déplacés. Les différents éléments d'une faille. Alors, tout d'abord, c'est une cassure. Il y a le déplacement. Et on remarque par conséquent un compartiment soulevé et un compartiment affaissé. La grandeur de déplacement relatif des deux compartiments est appelée le rejet d'une faille. C'est donc l'ordre de grandeur des déplacements. Il varie dans des limites considérables du millimètre à une dizaine de kilomètres. Voilà, c'est le rejet. Et puis vous avez une surface qui apparaît suite au déplacement relatif de ces deux compartiments. C'est ce qu'on appelle le miroir d'une faille. Voilà donc pas grand chose. Compartiment surélevé, compartiment affaissé. L'ordre de déplacement, c'est le rejet. La surface qui apparaît suite au déplacement, c'est le miroir d'une faille. Les caractéristiques des failles permettent maintenant de déterminer quels sont leurs différents types. Alors, lorsque la déformation continue, c'est-à-dire une déformation ductile, des strates sédimentaires qui étaient initialement planes, lorsque cette déformation atteint un point seuil,
un point, c'est-à-dire un point qui ne permet plus à la roche de supporter la déformation ductile. Eh bien, elle va casser. Les strates vont donc casser et on obtient une faille qui peut être, bien sûr, de type différent selon un certain nombre de critères. On distingue en fait trois types de failles en fonction du glissement des compartiments situés de part et d'autre de la faille. La faille, elle est dite normale, dans le cas où elle est en distension. Si vous essayez de faire revenir ces deux compartiments à leur état initial, vous dites par exemple que vous avez une distance AB, mais après la faille, la distance est devenue A'B', A'B', après le jeu de la faille, A'B' est supérieur à AB. Et donc, on peut comprendre que les failles normales sont la conséquence de forces divergentes. Une faille normale présente donc un glissement qui se traduit par un écartement des deux compartiments. Les deux compartiments sont écartés. Deuxième type, faille inverse. Dans le cas d'une faille inverse, comme vous le voyez ici, c'est une faille qui résulte en fait d'une compression. Dans ce cas-là, la distance A'B' est inférieure à la distance AB. Par conséquent, elle présente un glissement qui se traduit par un rapprochement des deux compartiments. Les deux compartiments se sont rapprochés. Troisième type, c'est une faille verticale, et dans ce cas, le rejet est vertical. On parle d'une faille verticale. Le décrochement. Alors, un décrochement, c'est un glissement horizontal des deux compartiments suivant une direction parallèle à la faille. Donc, ici, on ne parle pas de compartiment surélevé au compartiment affaissé, puisque le mouvement se fait dans une direction parallèle à la faille, c'est-à-dire horizontale. Alors, on parle de décrochement lorsque le rejet est horizontal, et on parle de décrochement soit dextre, si le compartiment de droit qui s'approche vers l'observateur, ou de décrochement sénestre si c'est celui de gauche qui se rapproche à l'observateur. Des failles peuvent être associées, c'est-à-dire qu'une région peut être soumise à plusieurs failles en même temps, ce qui va donner soit des horsts ou des grabens. Les horsts, c'est une structure tectonique constituée par un ensemble de failles normales, des failles qui sont de même direction, et plus on s'éloigne du milieu, plus les compartiments sont abaissés. Dans le cas des grabens, c'est le contraire. Structure tectonique constituée par des failles normales, oui, de direction qui est la même. Les failles limites des compartiments qui sont de plus en plus bas lorsqu'on passe vers le milieu de la structure. Alors, les grabens se traduisent par un fossé d'effondrement. On appelle aussi un fossé tectonique. Les grabens se forment suite à une distension, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les trouve souvent liés à l'ouverture des océans, c'est-à-dire au niveau des rifts médio-océaniques. Voilà, vous avez le horst, plus vous allez vers le milieu, plus c'est se lever. Vous avez les grabens, plus vous allez vers le milieu, plus c'est bas. Il peut y avoir maintenant des associations entre des failles et des plis. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Alors on peut observer dans la nature la présence en même temps, comme l'illustre ce document, de plis
et de failles. Troisième type, les chevauchements et les nappes de charriage. Ce sont des déformations tectoniques élémentaires compliquées. Le recouvrement. Voilà, vous avez ici une formation géologique qui est passée par 3 étapes. Au début, c'était le pli. La déformation s'est accentuée au point que la formation ne supporte plus ces contraintes et donc donne naissance à une faille. On est passé du pli à un pli-faille. Et puis, les forces compressives se sont poursuivies au point que cette partie-là se trouve chevauchée, déplacée sur celui-ci, sur ce compartiment. Et on parle donc de chevauchement. Suivant l'amplitude du phénomène de recouvrement, on peut parler soit de chevauchement ou de nappe de charriage. Quelle est la différence? Premièrement, dans les deux cas, il y a un autochtone, c'est-à-dire les terrains qui étaient en place, et un allochtone, les terrains charriés. Je reviens sur ce document, voilà. Vous avez des terrains charriés sur des terrains qui sont encore en place. C'est-à-dire, vous avez ça, c'est l'autochtone, et les terrains qui ont été charriés, qui ont été déplacés, c'est l'allochtone. Voilà. Donc, dans tous les cas, que ce soit des chevauchements ou des nappes de charriage, il y a toujours un autochtone qui supporte un allochtone. Et dans les deux cas, ils sont séparés par une surface de contact qu'on appelle un plan anormal. Premièrement, le chevauchement. Voilà, vous avez un autochtone sur lequel se sont charriées d'autres formations, donc l'allochtone, et vous avez ici le plan anormal dont on a parlé. Alors, un chevauchement, c'est un mouvement tectonique, ou, avec accent, c'est-à-dire circonflexe de lieu. Une série de terrains d'âge ancien recouvre une autre série d'âge plus récent, sur une distance de l'ordre de quelques mètres, et ceci par le biais d'un contact anormal, de type faille inverse, parce qu'il y a un rétrécissement, généralement de faible inclinaison. Et cette surface est appelée surface de chevauchement. Qu'est-ce qu'une nappe de charriage? On parle de nappe de charriage tout simplement lorsque le chevauchement s'effectue sur une distance de plusieurs kilomètres. Donc c'est une question de distance, de l'effet. Si c'est sur une très grande distance, c'est une nappe de charriage. Sinon, c'est tout simplement un chevauchement. Vous avez ici l'exemple d'une formation au nord du Maroc, l'unité de Jebel Ghorghiz et la nappe de Beni Yedder, l'unité de Tanger, avec une nappe de charriage. Là aussi, on voit apparaître un plan de chevauchement. Le plan, donc, surface qu'on a parlé, qu'on a dit qu'il est anormal. Et voilà, vous avez un allochtone qui s'est déposé sur un autochtone. Là aussi, l'allochtone sur l'autochtone en bleu. Toutes les formations qui n'apparaissent pas, eh bien, c'est tout simplement sur l'effet de l'érosion. Alors, une nappe de charriage, c'est un ensemble de terrain qui a été déplacé et qui est venu recouvrir un autre ensemble autochtone dont il était très éloigné à l'origine. Les charriages affectent des unités de dimension très vastes. Souvent, autochtones et allochtones appartiennent à des domaines paléogéographiques différents, c'est-à-dire que la nature géologique des deux
domaines, l'alloctone et l'autochtone, leur nature géologique, ça peut être la même, mais leur emplacement n'est pas le même. Paléo, ça veut dire ancien, géo, relatif à la Terre, graphique, description, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à deux endroits qui sont en fait différents et que maintenant on va les trouver sur le même endroit. Coupe géologique de la région d'Afurar, dans le Haut-Atlas. Comme vous le voyez ici, vous avez un certain nombre de formations. Alors, si vous voulez, on a dit que ce sont des formations qui sont plus anciennes et recouvrent d'autres qui sont plus récentes. Et donc, si vous utilisez la légende, vous pouvez voir, par exemple, dans certains cas, des formations qui se trouvent sur d'autres qui sont des formations anciennes qui se trouvent sur d'autres qui sont récentes. Alors, le socle hercynien, c'est-à-dire le plus ancien. Ici, le Trias, Jurassique, Crétacé, Tertiaire et Quaternaire, c'est donc dans l'ordre. Alors, là, par exemple, en bleu, c'est le Jurassique. Le Jurassique, c'est plus ancien. Et se trouve sur le vert, qui est le Quaternaire. Formation ancienne sur formation récente. Alors, le Haut-Atlas est une chaîne intracontinentale qui résulte de la subduction du craton africain vers le nord, donc déplacement vers le nord, voilà, sous la lithosphère européenne. La subduction a donné un raccourcissement et un épaississement de la croûte continentale. Et cet épaississement s'est accompagné d'une série de jeux de failles inverses, comme c'est le cas ici. Ce sont des failles inverses qui ont entraîné un écaillement et un chevauchement vers le nord. Chevauchement vers le nord, créant ainsi des culminations, c'est-à-dire des sommets élevés sous forme de structures tectoniques complexes. Les grandes unités structurales de la frontière italo-suisse, ainsi que la coupe géologique selon la coupe AB. Vous voyez ici les nappes de charriage, l'alloctone sur l'autochtone. Quatrièmement, les contraintes naturelles et les déformations tectoniques élémentaires. Premièrement, la définition. Une contrainte, c'est une force appliquée à une certaine unité de volume. Force sur le volume. Lorsque la croûte terrestre est soumise à des contraintes, elle se déforme. Très simple. Vous avez là des déformations. Dans le cas de faille normale, strate inclinée, un décrochement dextre, et vous avez là aussi des cassures, des fractures, ce sont donc des failles. Voilà. Le comportement des roches vis-à-vis des déformations varie selon un certain nombre de paramètres. Chaque solide possède une force qui lui est propre. On a déjà dit que il y a des éléments physiques comme la pression et d'autres qui sont propres à l'objet ou à la roche ou à la formation. Et c'est à partir de là, on peut se demander à quel point il peut résister à la contrainte. Lorsque cette contrainte dépasse un certain niveau, c'est-à-dire que notre roche ou notre solide n'est plus résistant, il va se déformer. Et cette déformation va donner une modification, un changement, ou de la forme, ou du volume, ou des deux. Sur ce document, vous voyez, là, sur cette zone, c'est encore une résistance,
toutes les contraintes appliquées sont donc ne donnent aucun changement, aucune modification. Arrivons ici, c'est là où il peut y avoir une déformation, mais une déformation plastique. Ça veut dire que si vous arrêtez la contrainte, votre solide revient à son état initial. Arrivons à ce point, il n'est plus capable de résister, c'est donc le point de rupture, il va casser. Alors le comportement des roches vis-à-vis des déformations varie selon la nature de la roche, la pression lithosphérique, c'est-à-dire la profondeur, la température, c'est aussi lié à la profondeur, la vitesse de ces contraintes, ainsi que la pression de certaines substances, de certains fluides, comme la vapeur d'eau, des gaz qui peuvent se trouver dans les vides des éléments, entre les éléments qui constituent par exemple une formation ou une roche. Comme vous le voyez ici, si vous êtes un peu en surface, c'est-à-dire là où la température est un peu basse, vous avez des déformations cassantes, donc toutes les roches vont casser suite bien sûr à des contraintes, mais en profondeur où la température est un peu élevée, eh bien il va y avoir des déformations ductiles. C'est très simple, un objet par exemple, un morceau de plastique, il est dur, si vous essayez de le plisser, il va casser à la température ambiante, si vous le réchauffez un petit peu, eh bien il va se plier. Voilà, c'est un document qui réunit, qui regroupe en quelque sorte ces paramètres. Alors vous avez par exemple une formation géologique avec ses paramètres originaux. Il va subir plusieurs contraintes. Premièrement, l'effet des fluides interstitiels, l'énergie mécanique de la pression, d'autres types de pression, la température, le facteur temps, et ceci va engendrer une structure définitive déformée. Les différents styles de déformation dans les différents niveaux structuraux. Voilà, vous avez ici en surface, regardez, les éléments qui vont se trouver en surface, une fois soumis aux contraintes, qu'est-ce qu'ils vont donner? Vous voyez, ce sont des cassures, c'est-à-dire des failles, mais en profondeur, ce sont des plis. Et ça diffère aussi. Alors, sur le niveau structural supérieur, on parle du domaine de faille. Sur celui moyen, c'est le domaine des plissements, mais des plis qui sont isopaques, c'est-à-dire que les couches gardent la même épaisseur. Si vous passez au niveau structural inférieur, vous avez des plis anisopaques, mais il y a quand même une petite différence. Dans la tranche supérieure, les plis sont accompagnés d'une sorte de schistosité. C'est comme des lames. Nous allons revenir à la schistosité lorsqu'on étudiera le métamorphisme. Ce sont des plis d'aplatissement. Mais si vous passez à la partie la plus profonde, vous avez apparition d'écoulement. Donc, il y a disparition de la schistosité. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.